Bonsoir, l'adieu aux larmes de Serge Blanco à l'équipe de France de rugby. Battus 19-10 par l'Angleterre, les Français cet après-midi n'ont jamais été en mesure d'exprimer leur qualité technique. Ils ne méritaient pas d'aller plus loin dans cette Coupe du Monde, commentaire d'Alain Dorgans. La partition du virtuose s'est terminée sur une fausse note. Serge Blanco, l'enchanteur devenu l'enjeu aidant fébrile, aurait-il désaccordé son rugby? Un coup défendu, son adversaire au tapis, Blanco sanctionné, donne les 3 premiers points aux Anglais, mauvais présage. Une réhabilitation du pack français chahuté dans le tournoi face aux Anglais était programmée. En fait, ce sont les avants anglais qui ont été les plus conquérants, tant dans l'alignement que dans les regroupements. Alimentés en ballon, les 3-40 feront bon usage. Première attaque et Jeremy Guscott s'infiltre entre Menel et Sella, puis c'est Rory Underwood pour le premier essai anglais. Appréciez le numéro d'équilibriste de Guscott qui embarque ses vis-à-vis et parvient à alerter Underwood malgré le plaquage de Blanco. Les bases anglais et français étaient communicants. Un relâchement des Anglais fait le bonheur des Français. Sur ce ballon brûlant, Galtier, bien inspiré, opte pour le côté fermé, décale Lafont qui, bien que désaxé, marque le seul essai français. Mais la constance dans la progression du ballon sera anglaise et l'essai de la victoire interviendra sous la forme d'un coup de pied à suivre de Hill, à la réception duquel Willie Carling, propulsé par ses avants, franchit la ligne d'essai. 19-10, l'Angleterre boute la France des quarts de finale. Si le 15 de France sera à l'issue de cet échec voué aux gémonies du rugby, il n'en a pas pour autant perdu son honneur. Et les Français n'affronteront donc pas l'Écosse samedi prochain en demi-finale de cette Coupe du Monde. La déception est grande pour Éric Champ et surtout pour Serge Blanco qui jouait donc cet après-midi son dernier match sous le maillot de l'équipe de France. Il y a une pression qui s'est exercée sur le terrain et qui a été difficile à contourner ou à renverser. Bon, mais il faut que maintenant cette Coupe du Monde serve de base de départ pour tous les jeunes qui restent dans cette équipe. Demain on est à la maison, demain soir on met la tête sur l'oreiller. Je veux dire, on cherchera peut-être le petit collègue avec qui on a partagé la chambre depuis 3 mois. Et vraiment je suis dans un état de profonde tristesse. Social maintenant, la reprise du dialogue entre les infirmières et le gouvernement. Les négociations se poursuivent toujours actuellement au ministère de la Santé. Mais auparavant, le Premier ministre Edith Cresson avait souhaité cet après-midi exprimer les regrets du gouvernement après les incidents de jeudi dernier. Une délégation a donc été reçue à Matignon. Sur place, Claude Guénaud, Alain Thomas. Ministre de la Santé, représentant des infirmières, ensemble à Matignon. Après les incidents de jeudi avec la police, Edith Cresson a voulu recoller les morceaux d'un dialogue difficile. Pour l'instant, tout ce qui était proposé ne correspondait pas du tout à l'attente. Donc aujourd'hui, nous espérons... Madame Cresson, l'entretien ce matin au téléphone, m'a indiqué qu'elle souhaitait rencontrer personnellement les infirmières pour leur exprimer l'importance qu'elles attachaient à la question et aux problèmes qui s'opposent à elles et sa volonté de parvenir à des solutions. L'entretien entre le Premier ministre et les syndicats et les coordinations d'infirmières a duré un peu plus d'1 heure. Edith Cresson, regrettant les incidents de jeudi, s'est déclarée attentive aux revendications des infirmières, tandis que Bruno Durieux proposait de reprendre les négociations sur les conditions de travail. Premier désaccord avec les syndicats. Sur le problème salarial, c'est-à-dire l'augmentation des salaires là dans l'immédiat, en ce qui concerne les propositions du Premier ministre, elle ne nous a rien donné. Les mesures qu'elle vient de nous présenter ne sont guère différentes de celles que M. Durieux nous avait présentées. C'est pourtant sur les conditions de travail, les heures supplémentaires, les jours fériés, la durée du travail que les négociations se sont engagées avec les ministres. Les syndicats, de leur côté, persistant à contester la méthode et menaçant de rompre. Je crois qu'on arrivera à la proposition suivante qui est de demander la suspension des négociations ce soir. Pourquoi ? Parce que c'est pas sérieux de négocier dans ces conditions. Actuellement, les négociations se poursuivent, mais c'est sur des bases très fragiles que le dialogue infirmière, ministre de la Santé, est engagé avec un risque de rupture à tout moment. Les agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement avant la réunion lundi à Luxembourg des ministres de l'agriculture de la communauté européenne, réunion qui portera sur la réforme de la politique agricole commune. Le durcissement des manifestations paysannes a été particulièrement sensible à Nevers, à Bourges et surtout à Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Samuel Costa. Le dîner d'excellence s'est transformé en bataille rangée à coups de légumes. Après avoir enfoncé les portes, quelques dizaines d'agriculteurs en colère ont détruit la vaisselle et arrosé les invités avec la nourriture. Jean-Michel Baillet, ministre du Tourisme, qui était censé présider la soirée dédiée au savoir-faire culinaire, a dû quitter les lieux sous les huées des agriculteurs.
À Bourges, l'ancien ministre et député du Cher Alain Calmat a été fermement invité à prendre la tête d'une manifestation d'agriculteurs et a été conduit devant la préfecture. Il est nécessaire qu'à la fois les agriculteurs, les élus, les pouvoirs publics se mobilisent pour essayer de répondre à la situation très difficile que vous connaissez. Colère encore à Nevers, où les forces de l'ordre ont dû à 2 reprises disperser une centaine d'éleveurs qui ont tenté d'incendier les portes de la mairie, dont le maire est Pierre Bérégovoy. Ils ont ensuite répété la même opération contre la porte de la préfecture. La colère des agriculteurs ne retombe pas, d'autant que lundi prochain, Louis Mermaz devrait présenter devant la Commission européenne de nouvelles propositions dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune. Le professeur Léon Schwarzenberg descend à son tour dans l'arène politique pour les élections régionales. L'éphémère ministre de la Santé de Michel Rocard conduira la liste tapis majorité présidentielle face à Le Pen dans les Alpes-Maritimes. Portrait Philippe Vicerias. Le temps d'une élection, le professeur Schwarzenberg va donc troquer sa blouse blanche pour un costume d'homme politique. Un engagement que le célèbre cancérologue a confirmé aujourd'hui dans une interview accordée au quotidien Nice Matin. Voilà donc l'homme que Bernard Tapie a choisi pour représenter sa liste dans les Alpes-Maritimes, un département où le Front National est bien implanté. Pour faire échec à Jean-Marie Le Pen, Bernard Tapie mise plus sur l'envergure du personnage public que sur son expérience politique. Âgé de 68 ans, le cancérologue a souvent défrayé la chronique, notamment par ses déclarations favorables à l'euthanasie. Une attitude qui lui coûtera cher, une suspension d'1 an décidée par le Conseil de l'Ordre des médecins en juillet 1990. La carrière politique de Léon Schwarzenberg est courte, très courte. Dans le cadre de l'ouverture voulue par Michel Rocard en 1988, il est nommé ministre délégué à la Santé. Partisan de réformes radicales, il démissionne 9 jours plus tard. Léon Schwarzenberg n'hésite pas non plus à critiquer la politique des socialistes et à se joindre aux infirmières en grève en novembre 1988. Humanisme, indépendance et un fort charisme, voici l'atout Schwarzenberg pour la liste conduite par Bernard Tapie. Les réactions de Jean-Marie Le Pen sur Radio Monte-Carlo. Je ne suis pas sûr que M. Schwarzenberg ait les mêmes compétences en politique qu'il les a en médecine. De son côté, Bernard Tapie, toujours sur RMC, a affirmé que les problèmes délicats de la région, chômage, drogue, sida et migration, devaient être traités par des gens qui ont de la crédibilité et de la compétence. Châteaubriand, en Loire-Atlantique, commémorera demain le 50e anniversaire de l'exécution de 27 résistants, pour la plupart communistes, par les nazis. L'hommage sera publiquement rendu par Georges Marchais, dont la présence à Châteaubriand choque bon nombre de résistants communistes qui invoquent le passé trouble du secrétaire général du Parti communiste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Véronique Gorel. S'inspirant d'un poème d'Aragon dédié à d'autres fusillés, il faut d'abord redire ceci. Ils étaient 27 quand les fusils fleurirent, 27 qui donnaient leur cœur avant le temps. C'était le 20 octobre 1941, les nazis exécutent 27 otages à Châteaubriand. 50 ans plus tard, Georges Marchais viendra dire qu'ils moururent comme ils avaient vécu, en communistes. Au sein ou en marge de son parti, certains s'en offensent, car ils le soupçonnent d'avoir gravement manqué à l'héroïsme dont ces 27-là furent capables, mais leur indignation est restée sans effet. Je vais aller parler au nom du Parti communiste, et croyez-moi, je vais y aller la tête haute. La tête haute, parce que je vais, au fond, honorer ces hommes qui ont donné leur vie pour la France, à l'appel de leur parti communiste. Dommage, regrettent de nombreux communistes de cette époque résistante, et de citer l'un de ces fusillés de Châteaubriand, le plus jeune et le plus émouvant peut-être, puisqu'il dut affronter la mort du haut de ses 17 ans. Guy Môquet a écrit sur le mur de sa cellule, avant de la quitter pour être fusillé, « Ceux qui restaient, soyez dignes de nous ». Je pense que nous devons être dignes de Guy Môquet, et il me semble que cet hommage sera terni par la présence de Georges Marchais. Parce qu'ils auraient préféré un hommage moins partisan et plus authentiquement résistant, Gaston Viens et bien d'autres n'iront pas ce dimanche à Châteaubriand. Dans une lettre, le parti de Georges Marchais, lui, a instamment prié tous ses vétérans, tous ses responsables de section à profiter des bus mis à leur disposition pour faire nombre, malgré tout, à cette commémoration.
À l'étranger, le secrétaire d'État américain James Baker a affirmé aujourd'hui à Madrid n'avoir reçu pour l'instant aucune réponse officielle aux invitations adressées aux parties conviées à la conférence de paix au Proche-Orient qui doit s'ouvrir le 30 octobre prochain dans la capitale espagnole. Je préfère ne pas miser sur le succès de cette conférence, a-t-il dit, tant que nous n'aurons pas eu de réponse positive. On sait déjà en revanche que la représentation palestinienne à Madrid devrait être conduite par M. Abdel Shafi, président du Croissant Rouge de la bande de Gaza occupée. Si tous les noms n'ont pas encore été rendus publics, il est déjà possible de cerner le profil politique des représentants palestiniens. Morad Aïtabouche. Le voile se lève progressivement sur la représentation palestinienne. Chiffre définitif désormais, ils seront 14 Palestiniens des territoires occupés à se rendre à Madrid. Aucun d'eux n'a aujourd'hui sa carte de l'OLP. Pourtant, tous sont proches du mouvement d'Arafat. Cet homme, Abdel Shafi, conduira la délégation. Médecin, il a été vice-président du Conseil national palestinien en 1964. Il a toujours plaidé pour la coexistence des deux États. Faisal al-Husseini et Hanan Ashraoui, les interlocuteurs de James Baker, lors des discussions préalables, ne sont pas en revanche sur la liste. Israël n'en voulait pas. Ils iront pourtant à Madrid officieusement. Elias Frege sera également du voyage. Sur le plan politique, le maire de Bethléem s'est rapproché ces derniers temps de la ligne Arafat. Qui sont les autres? Essentiellement des personnalités des territoires occupés. Sont-elles pour autant représentatives de la population des territoires? Il semblerait bien qu'elles soient plus connues et reconnues à l'étranger que par les lanceurs de pierre de l'Intifada. De toute façon, cette délégation incarnera la cause palestinienne. Et si l'OLP est exclue de la conférence, son ombre planera sur les discussions. En marge de cette conférence de la paix reste aussi le sort des otages occidentaux au Liban. L'un d'entre eux, l'américain Jesse Turner, détenu depuis bientôt 5 ans, a été autorisé à recevoir la visite à Beyrouth de sa femme et de sa petite fille, Philippe Pister. J'espère qu'ils vont permettre à mon mari de rentrer avec moi, mais pour l'instant, je ne veux pas me laisser aller à trop d'espoir. Madame Turner et sa fille, prêtes à se rendre immédiatement à Beyrouth comme les y invite le communiqué du djihad islamique pour la libération de la Palestine. Communiqué authentifié par les photos de Jesse Turner et d'Alan Steen, deux enseignants américains enlevés le 24 janvier 87 sur le campus de l'université de Beyrouth. L'organisation pro-iranienne y affirme avoir accepté cette rencontre pour des raisons humanitaires, suite aux demandes répétées de Jesse Turner, pourvu qu'elle ait lieu sous les auspices de l'ONU. Avec ce communiqué, une lettre manuscrite de Jesse Turner demandant à sa femme de venir à Beyrouth. Ceux qui me détiennent ont accepté que je te voie, ainsi que Johan, pendant 1 heure. Johan, sa fille, qui ne l'a jamais vue, née 6 mois après son enlèvement, elle a aujourd'hui 4 ans. Reste à connaître les modalités pratiques d'une telle rencontre. Comment Madame Turner va-t-elle contacter les ravisseurs? En tout cas, cette rencontre constitue une première, mais rien ne dit qu'une libération est à la clé. Cette proposition spectaculaire pourrait n'être qu'un moyen de relancer le processus de règlement global engagé sous l'égide de Javier Pérez de Cuellar. Pour la 10e fois depuis le début des hostilités en Yougoslavie, l'armée fédérale et le président croate ont ordonné un cessez-le-feu que les troupes sur le terrain se sont empressées de violer. Dire ce soir que la situation reste confuse serait un euphémisme, commentaire de Marie-Odile Pagnès. Raffinerie en feu à Sisak, attaque aérienne à Osijek, Kurlovac, usine pétrochimique dévastée, Dubrovnik toujours assiégée. Dans tout le pays, combats, tirs, destruction. Malgré le cessez-le-feu conclu hier à La Haye, malgré l'ordre donné ce matin encore par le ministre yougoslave de la Défense et par le président croate d'arrêter toute hostilité à partir de midi. Même le convoi humanitaire de Médecins sans frontières, qui avait réussi à traverser les lignes de front pour rejoindre Vukovar ce matin, a été pris sous les tirs de mortier lors de son départ de la ville assiégée. L'un des camions du convoi a sauté sur une mine, blessant grièvement 2 infirmières. Les équipes de MSF ont tout de même pu évacuer une centaine des blessés les plus gravement atteints de l'hôpital de Vukovar. Un second voyage devrait permettre de conduire au total 160 blessés hors des zones de combat. L'armée fédérale a plus ou moins laissé faire MSF. En contrepartie, les Croates ont accepté de lever le blocus de la caserne Borongaj à Zagreb. Les militaires ont quitté la ville avec leur armement. Ils devraient se rendre en Bosnie-Herzégovine. Mais soldats et populations croates n'y croient pas et les soupçonnent de vouloir rejoindre les combats, comme si toute tentative de paix ici ne pouvait que masquer une volonté de guerre.
Retour maintenant à l'actualité sportive pour saluer d'abord la victoire de l'Irlandais Sean Kelly cet après-midi dans le Tour de Lombardie. L'Irlandais a remporté pour la 3e fois de sa carrière cette épreuve en devançant au sprint son compagnon d'échappée, le Français Martial Gaillan. Fin du sprint donc et victoire de Kelly âgé de 35 ans pour la 3e fois dans ce Tour de Lombardie devant Gaillan. Football en bref, sachez d'abord que Jean-Pierre Papin, l'avancante de l'Olympique de Marseille, a reçu ce soir une canette de bière sur la tête lors de l'arrivée du quart de l'équipe de l'Olympique de Marseille à Saint-Étienne. Papin, blessé à la tempe, a été transporté par le SAMU à l'hôpital de Saint-Étienne. On ignore pour l'instant la gravité de la blessure de Papin qui ne participera pas donc à cette rencontre Saint-Étienne-Marseille ce soir. Et puis en football toujours, l'élection sans surprise de Noël Le Graët à la présidence de la Ligue nationale. Le nouveau patron du football professionnel qui succède à Jean Sadoul est réputé pour sa pondération et sa rigueur. Enfin, dernier mot de sport, sachez que le Français Olivier Delettre s'est qualifié pour la finale du tournoi de tennis de Lyon. Il affrontera demain l'Américain Pete Sampras. Ce sera en direct devant les caméras de la 3. La fureur de lire tout au long du week-end. Cette incitation à la lecture se déroule pour la 3e année consécutive et sert de prétexte à de nombreuses manifestations en France. Expositions, séances de dédicaces. Au Palais Royal ce matin, Dominique Poncet a notamment rencontré le comédien Gérard de Sarthe. Le livre, hostilomètre, est à ton avantage. Le livre a toujours pris fait et cause pour toi. Des comédiens comme Gérard de Sarthe lisant pour le plaisir des textes dans le jardin du Palais Royal, mais aussi dans ce même jardin le plus grand kiosque du monde et des tentes dressées par la Bibliothèque nationale sous l'intérieur desquelles se sont installés des centaines d'éditeurs. Le livre va faire fureur ce week-end, non seulement à Paris mais à travers toute la France. Foires, braderies, débats, concours, rencontres, tous ceux qui aiment le livre ont décidé de l'exalter par de nombreuses manifestations. Éditeurs, libraires, mais aussi grandes surfaces comme ici, chez Virgin, où des auteurs vont se succéder pour des séances de signature. Ce week-end, l'écrit va bien retrouver sa primauté sur l'image et le son. Je crois que c'est dans la lecture que l'acteur va puiser, va rêver. Cette mise en abîme de rentrer dans l'œuvre de quelqu'un, c'est un moment où l'imagination se développe. Et un acteur a besoin d'imagination. J'aime lire parce que c'est intéressant, on sait après une histoire, on peut la raconter à plusieurs personnes, on peut prêter le livre. Week-end de bonheur donc et d'exaltation pour tous ceux qui aiment la lecture, ce vice impuni dont parlait Valérie Larbaud et auquel s'adonne, ici encore dans ce jardin du Palais Royal, le comédien Pierre Vial. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Et puis des images spectaculaires, premières images de la grotte préhistorique découverte à 38 mètres sous la mer au large de Cassis. Tous les experts s'accordent pour dire que la découverte de cette grotte représente un événement de la première importance. Donc grotte préhistorique découverte au large de Cassis à 38 mètres. Au fond de la mer. Je vous rappelle aussi que Franz-Olivier Gisbert sera demain soir le grand témoin du 19-20. Le directeur de la rédaction du Figaro commentera donc l'actualité du jour à mes côtés. Dans un instant, la météo complète de Fabienne Amiac. Je vous retrouve pour Soir 3 à 22h45. Passez d'ici là un très bon début de soirée.